On reçoit deux grands avocats. Ils ont défendu ensemble Charlie Hebdo dans le procès des caricatures et ils publient aujourd'hui les plaidoiries de ce procès historique qui date de 2007. C'est un document exceptionnel. On est heureux de recevoir Maître Kiejman et Maître Malka. Bonsoir maître, bienvenue maître au pluriel, bonsoir maître, bonsoir Georges Kiejman et bonsoir Richard Malka, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous êtes ici pour ce livre, Éloge de l'irrévérence. Vous êtes avocat, vous avez une sacrée réputation, vous êtes ami, vous êtes habitué aux grandes affaires, vous avez des clients illustres et surtout, vous êtes coiffé pareil. On peut le dire. Oui, mais moi qui avais l'intention de vous demander quel était le coiffeur qui vous avait réalisé cette merveilleuse nouvelle coiffure, j'espère que vous me direz. Ça vous va? Oui. Ah oui, ça vous va très bien. Ça vous va? Ça vous rajeunit. Vous êtes jaloux? Un peu. Vous présenter en quelques mots, c'est trop compliqué. Du coup, je ne vais pas le faire. Vous allez le faire vous-même. Kiejman par Malka, Malka par Kiejman. On commence par vous. Richard, dites-nous en quelques mots qui est l'homme qui est assis à côté de vous. Écoutez, j'ai l'habitude de l'appeler mon maître Jedi. Vous allez le taper, là? Il se Ça prépare. dépend, on va voir. Le maître Jedi. Non, voilà, j'ai l'habitude de l'appeler comme ça. Vous savez, dans la vie, parfois, quand vous avez de la chance, vous rencontrez des gens qui vous inspirent, qui vous donnent envie de donner le meilleur de vous, qui vous donnent envie de vous transcender, qui sont un modèle, un exemple par leur intelligence, par leur drôlerie, par leur culture, par leur élégance aussi, et par leur succès aussi. J'ai eu cette chance-là. Et donc j'ai décidé, sans son autorisation, qu'il serait mon père spirituel. Ça vous va? Ça me va. C'est un bon fils. Pas mal. C'est un bon fils. C'est un assez bon fils. Il n'a pas parlé de moi comme séducteur, mais enfin bon. Alors ça, vous y tenez. Hein. J'ai appris ça. Je vous ai vu chez Ruquier samedi. En effet, vous n'arrêtez pas. Hein. Oh, je n'arrêtais pas. Et alors qu'un tas de jeunes femmes ne savent pas que je suis encore en activité. Oh, voilà. Ça y est. Enfin, je vais me leur faire croire. C'est dit. Où est-ce qu'on peut vous contacter, éventuellement? Mon numéro sera à la disposition de chacune après l'émission. Qui est Richard Malka? Alors, Richard Kiejman. Malka, c'est un jeune homme qui existe par une très forte présence. On ne se demande pas s'il est bon juriste, mauvais juriste. On voit chez lui une bienveillance immédiate. Et bien qu'on pense souvent le contraire, la bienveillance, c'est une qualité formidable chez un avocat, ce pouvoir d'empathie, d'aller vers les autres. Et puis, comme il était assez jeune, je pensais qu'il ne me ferait jamais de l'ombre. Mais là-dessus, j'ai été très déçu. Mais je ne lui en veux pas. Alors, quand j'ai vu qu'il m'échappait complètement, pour le rattraper un peu, j'ai décidé qu'il était mon fils spirituel. Ça, quoi qu'il fasse, ça me revient toujours un peu. Et juste, je voudrais rajouter quelque chose sur Richard. Pour être totalement transparent, vous êtes aussi l'avocat de Quotidien et de Bangoumi. Et Voilà. c'est un plaisir. En une phrase, pourquoi vous êtes devenus avocats tous les deux? Ah, moi, parce que c'était le plus facile, que les études étaient très brèves à mon époque, que j'exerçais 20 petits métiers qui allaient de représentant de commerce à cloueur dans la fourrure, et que j'ai bien compris qu'avocat serait moins fatigant, qu'il suffisait de passer une licence en 3 ans, à l'époque un certificat d'aptitude à la profession qui était très simple, une épreuve de culture générale où on se contentait de généralité, donc ça me paraissait très bien. Je vous crois à 100% là ou pas? Comment? Je dois vous croire à 100% ou pas là? Presque. Mais le débat n'est pas contradictoire. Et la seule difficulté, c'est que j'occupais une petite chambre de bonne et qu'il fallait montrer pour s'inscrire au barreau qu'on disposait de 2 pièces sans divan. Alors, moi, le divan ne me posait pas de problème puisque je n'avais pas les 2 pièces. Donc, j'ai fini par trouver une domiciliation fictive et puis, de fil en aiguille, les choses se sont mises en place. Richard? C'est un peu par hasard aussi, puis un peu à cause de lui, parce que je ne savais pas très Grâce bien... ou à cause? Les deux, mais surtout grâce. Je ne savais pas très bien quoi faire de ma profession, de ma vie. J'avais fait plutôt des études scientifiques. J'avais fait droit par hasard. Je n'ai jamais eu la vocation de devenir avocat. J'ai passé le concours du barreau comme tout le monde, en suivant tout le monde. Je me destinais plutôt à être journaliste ou prof de droit. Et puis j'ai fait un stage
dans le cabinet de Georges Kiechman et il a eu la faiblesse de me proposer ensuite d'y rester et voilà, c'était parti. Alors ce livre, ce sont vos 2 plaidoiries. D'ailleurs, c'est quoi une plaidoirie? Juste le mot plaidoirie. Ça fait un peu première année de droit, mais c'est quoi une plaidoirie? C'est convaincre, c'est tout. Convaincre. C'est faire C'est corps avec effectivement ses mots. faire partager au tribunal notre conviction, c'est celle qu'on avait raison, ça va de soi. Et qu'au fond, dans toutes les décisions qu'il avait prises jusque-là, il avait déjà adopté notre point de vue. La seule chose qui était vraiment nouvelle, c'est qu'on avait en face de nous des organisations musulmanes qui voulaient en quelque sorte bénéficier d'une discrimination. Bon, bien sûr, jusque-là, on n'avait jamais puni ceux qui attaquaient des religions, mais selon eux, ce qu'ils appelaient l'islamophobie devait être sanctionné. Ben, on leur disait non, vous aurez le même sort que tout le monde. Charlie s'est moqué de toutes les religions, la religion catholique, la religion juive, et Richard a d'ailleurs très bien plaidé ça. Si vous voulez le même sort que les autres, vous allez souffrir. Et surtout, on leur a fait valoir qu'ils nous poursuivaient essentiellement pour des caricatures, dont l'une était un dessin de Cabu, aujourd'hui tellement regretté, qui montrait Mahomet, c'est vrai, avec en haut de la couverture cette réflexion, Mahomet dépassé par les intégristes, et ce qui conduisait Mahomet à dire « c'est triste d'être aimé par les cons ». Or, comme une des conditions du débat, c'était de savoir si ceux qui nous attaquaient représentaient tous ceux qui avaient été attaqués par les dessins, il était facile de leur dire « vous tenez vraiment à être des cons ?» Et ils disaient non. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi publier ces plaidoiries 12 ans après le procès? Moi, j'ai un peu hésité, parce que je trouve que, effectivement... C'est lui qui était le moteur? Non, je veux bien le laisser parler s'il y tient. Mais Ça me va très bien comme ça. Vous y tenez ou pas? Oui, j'ai été un petit peu moteur parce que Georges... Vous avez dû le convaincre? Je lui ai un peu tordu le bras quand même. D'accord. Effectivement. D'abord, pour moi, c'est évidemment un hommage. Un hommage parce qu'il y a 12 personnes qui sont mortes pour les idées que nous avons défendues au cours de ce procès. Ensuite, c'est un témoignage évidemment sur un événement qui a marqué le monde, la publication des caricatures au Danemark, qui a mis le monde à feu et à sang. Et il se trouve que le procès de cet événement, le procès le plus retentissant, n'a pas eu lieu au Danemark, mais a eu lieu en France. Et il se trouve aussi que, par chance, nous avions demandé, parce que ce livre n'aurait pas dû exister, mais nous avions demandé la possibilité d'avoir une sténotypiste dans la salle d'audience, qui nous a exceptionnellement été accordée. Sinon, ça disparaît? Sinon, ce sont des mots qui s'envolent. C'est la beauté des plaidoiries. Personne ne les écrit? Personne. Non. Là, C'est même nous pas avions... enregistré. Non, ça n'existe pas. Il Mais n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas C'était de... écrit à la base. non, on pourrait concevoir qu'une plaidoirie soit rédigée. Mais comme je dis souvent, J'ai toujours- si on est prisonnier d'un texte rédigé, on cesse d'être éloquent, on cesse d'être convaincant. Il faut y avoir beaucoup réfléchi, il faut avoir des notes, des plans, avoir vu le pour et le contre. Mais vous n'avez pas les textes en entier? Non. Il y a une part Au moment où d'improvisation on part, toujours. on partage avec ceux qui vous écoutent les idées. T'ennuies pas que je dise ça? Non, mais pas du tout. Je suis Et vous, absolument et vous d'accord. pouvez parler combien de temps? Donc tu me le dis. Vous pouvez parler combien de temps? Non, Une plaidoirie, je veux dire- c'est combien de temps à peu près? Comment Une plaidoirie, c'est combien de temps à peu près? Pour la Oh, plaido- ça peut être ça peut un être quart 12 d'heure heures. comme ça peut être 2 heures. Ça dépend de ce qu'on a à dire. Il faut évidemment être proportionné à l'intérêt de l'objet de la plaidoirie. Dans l'affaire Zola, Là, c'est 38 pages pour vous, Georges, et 44 pages pour vous. C'est à peu près combien de temps? 1 heure. 1 heure pour chaque. 3 quarts d'heure pour moi, 1 heure peut-être pour Richard. Il Mais pour Richard, les rires ont pris beaucoup de temps. Oui, alors justement, je vais dire le... parce qu'il y a quand même une dernière raison qui a fait que je me suis dit que ce livre serait utile. L'idée est venue, pour être honnête, des éditions Grasset à l'origine. Moi aussi, je me demandais si ça avait un intérêt, bien que ça a quand même une valeur de document sur... C'est une pièce du débat dont je vous faisais part, mais quand les éditions Grasset m'en ont parlé, j'ai relu ma plaidoirie qui avait 12 ans d'âge. Et je dois dire que c'était un peu vertigineux. Et j'ai été pris d'effroi parce qu'en me relisant ma propre plaidoirie, je me suis dit que 12 ans après, je ne pourrais plus plaider comme ça. Je ne le ferai pas moi-même, je m'auto-censurerai. Parce que la pression sociétale est beaucoup plus forte et donc on a gagné devant le tribunal, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'on ait gagné devant la société. Dans la société, Dans la c'était société. une des questions. Voilà. Est-ce que, ça veut dire que vous avez perdu? Est-ce que ça veut dire que vous avez perdu? Mais par exemple, il y a un thème qu'on n'a pas approfondi, qui était la relation de la violence et de l'islam.
Ça, c'était très intéressant. Si, vous en parlez dans la plaidoirie. J'en parle, mais ça n'est pas l'objet principal de ma plaidoirie. Et aujourd'hui, je regrette qu'on n'ait pas été plus loin dans cette direction. Il ne fallait pas que ce soit le procès de l'islam non plus, c'est pas ça? Non, justement. Ça ne l'était pas. Tant Richard que moi, nous avons dit aux gens d'en face, mais vous devriez être avec nous. C'est quand même extraordinaire que vous ne condamnez jamais le terrorisme. Alors en face, il faut juste rappeler qui y avait en face. Votre religion comme Il y avait la mosquée de Paris, il y avait Bien sûr. l'UOJF et il y avait la Ligue islamique mondiale. Bon, il y avait des gens qui, à juste titre, disaient qu'ils n'étaient pas terroristes et qui n'auraient donc pas dû se solidariser avec les terroristes. Moi, ma réticence venait d'autre chose. C'est qu'après, ça a été tellement tragique, quelques années plus tard, l'assassinat de nos 12 amis, que je trouvais que finalement, les paroles s'envolent et que ce qui comptait, c'était le poids de ces morts. Et Richard m'a convaincu que c'était aussi une manière de les rappeler à nous, de savoir que la liberté d'expression, c'est une belle liberté, mais que parfois, elle conduit jusqu'à la mort. Et pourquoi la situation a empiré en matière de liberté d'expression? Parce que la peur a pris du terrain, parce qu'on n'ose plus. Citez-moi un livre irrévérencieux à l'égard de Dieu. On n'ose plus. Une œuvre artistique majeure dans ce domaine-là, on ne le fait plus. Donc voilà, ce livre est là pour dire si, c'est une nécessité, c'est indispensable. Sinon, on n'est plus dans le même monde. On préfère un monde où la critique de Dieu est possible, évidemment, à un monde où ça ne l'est pas. On préfère un monde où on n'est pas condamné à mort parce qu'on boit de l'eau dans un puits où on ne doit pas boire. Et je fais évidemment référence à Asia Bibi au Pakistan. On ne veut pas d'un monde où les femmes ne sont pas les égales des hommes, où on ne peut pas choisir sa sexualité, où on est soumis à un ensemble d'interdits. On ne veut pas d'un monde qui est régi par les dogmes et pas par la raison. On a abandonné ça avec la Révolution française, avec les encyclopédistes. C'est ce que la France a apporté au monde. C'est le socle de notre civilisation. On ne va pas renoncer à ça. Et c'est évidemment au bénéfice de tout le monde, au bénéfice de tous les hommes, quelle que soit leur croyance. Et je voudrais qu'on comprenne à un moment que critiquer les excès des religions, les aberrations des religions, c'est prendre le parti des hommes. Voilà. Il est bon, mais il est encore un peu long. Continuez, à tout de suite. Il faut lire ce livre. Ce sont les deux plaidoiries des avocats Richard Malka et Georges Kiechman au procès de Charlie Hebdo. C'était en 2007. Le titre, c'est Éloge de l'irrévérence et c'est chez Grasset. Et voici ce que disait Cabu à l'époque, juste après la plaidoirie, la vôtre, de Georges Kiechman. C'était un grand moment de, je ne dis pas de théâtre, mais de... Si, presque. C'était un grand moment oratoire, quoi. Donc on voyait que le président, il appréciait, quoi. Ils étaient là tous les jours? Ils étaient là tous les jours, ils étaient très concernés, c'est normal, parce que finalement, ce que la plaidoirie retranscrite ne peut pas rendre, c'est le langage corporel, c'est les silences, c'est les plaisanteries qui, tout d'un coup, mettent fin à un moment trop grave. Enfin, tout ça, évidemment, on ne peut pas le reconstituer. Physiquement? Comment? Vous êtes où, physiquement? Au milieu? Non, on est sur le côté, du côté d'ailleurs des accusés, puisque... Nous l'étions. Hein, ben oui. On était moralement accusés de diffamation, en tout cas d'atteinte à la morale religieuse, de provocation à la haine, de tout ce qui peut être lié à une forme de racisme. Alors, je vais lire le début de votre plaidoirie, Georges. Alors, c'est vraiment la première ligne. Je savais bien que je n'aurais pas dû venir. Finalement, c'est toujours par les siens qu'on est trahi. J'ai cru que Richard Malka était un de mes enfants spirituels. Il m'avait dit « Je serai ennuyeux, tu seras drôle ». Même à une heure tardive, tu y arriveras. Mais oui, vous savez, on se sent déconcerté. Qu'on le veuille ou non, on défend une cause et en même temps, on a un ego. Et on préférerait ne pas être ridicule dans l'exposé de cette cause. Et Richard avait été extrêmement drôle en interrompant sans arrêt, en interpellant les adversaires, en leur montrant à quel point leur position était logique. Et tous ces rires, en quelque sorte, cassaient ma bonne volonté. Ça vous a vexé? Ça ne me vexait pas du tout. Mais je me disais quand même, il aurait pu être plus respectueux de son vieil ami. Vous étiez vexé. Mais comment? Mais à quel moment? Il faut reprendre la main.
Il faut réobtenir cette attention qui a été tout entière consacrée à celui qui vous a précédé. Bon, je crois que je m'en suis pas si mal tiré, vu l'heure tardive. Richard est très bon, mais encore une fois, il est encore dans un moment où on peut progresser. Il est quelle heure? Quand j'ai pris la parole, il devait être pas loin de 22 heures. C'est assez difficile après une journée de plaidoirie. Mais encore une fois, c'était important ce qu'on faisait. Et puis on le faisait pour des amis, on y croyait très fort. La difficulté, c'était peut-être qu'on était sur un terrain trop labouré. Par exemple, quand vous devez expliquer à des gens qu'ils ont construit cette jurisprudence favorable à la liberté, ils pourraient nous dire, puisqu'on l'a construit, c'est pas la peine de nous le redire. En même temps, le climat politique pouvait laisser croire, à la veille des élections présidentielles, que le pouvoir, au sens large, allait vouloir soutenir les organisations islamiques dans leur combat. Un des moments assez drôles, c'est que précisément, on pensait que Nicolas Sarkozy, qui était candidat à la présidentielle à ce moment-là, se rangerait aux côtés des organisations islamiques. Et puis, on a reçu, Richard et moi, une lettre de lui, se rangeant complètement aux côtés de Charlie Hebdo. Alors, j'ai lu cette lettre, bien sûr, et elle a fait grand effet, bien que Spinner ait essayé d'en réduire la portée en disant « c'est une attestation ». Spinner, c'est l'avocat de la partie adverse. Et oui, on se demande ce qu'il faisait là, mais à mon avis, il croyait vraiment que le pouvoir était de ce côté-là. Alors, vous êtes deux grands avocats. Est-ce que vous auriez pu être juge? Alors, en ce qui me concerne, absolument pas. Moi non plus, parce que je ne peux pas m'empêcher de voir les deux points de vue. C'est une qualité pour un avocat. Ça permet de réfuter ce que l'autre pourrait soutenir. Mais en même temps, humainement, je pense que je n'aurais jamais été capable de me décider. Mais étrangement, alors que j'ai vraiment une vocation de défenseur, je pense que j'aurais pu être au parquet, j'aurais pu être procureur et accusé. Ça m'aurait assez plu. Exactement pareil. Je n'assumerai pas la responsabilité de juger, je ne pourrai pas vivre avec ça. Être une partie avocat ou procureur, c'est autre chose. On ne prend pas la décision. On n'a pas cette responsabilité-là. On est guerrier, on n'est pas juge. Donc voilà, pareil. Georges Kiegemann, vous êtes toujours avocat et vous avez été ministre sous Mitterrand. C'est avec quelle casquette que l'on change le plus le monde et la société? Avocat ou ministre? Mais je crois finalement que, modestement, on la change plus comme avocat que comme ministre, car comme ministre, on est soumis à toute une solidarité dite ministérielle qui fait que, contrairement à ce qu'on croit, un ministre n'est pas du tout libre de faire ce qu'il aura envie de faire. Donc vaut mieux être avocat? Il vaut mieux être un avocat brillant que, comme on me l'a souvent reproché, un ministre bien modeste. Merci Richard Malka. Et merci Georges Kiegemann d'être venu sur le plateau de Quotidien. Ah, j'ai oublié un truc. Vous l'avez promis en début de plateau, votre numéro de téléphone pour les jeunes femmes qui nous regardent. T'es pas dans la merde. Je suis très vieux et je ne retiens pas les chiffres. Vous en sortez bien. Ça s'appelle Éloge de l'irrévérence et c'est aux éditions Grasset. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Quotidien.